Avec la fin des invasions vikings, l'Occident respire enfin, mais il s'est profondément transformé. À l'abri d'un château fort, le seigneur impose désormais sa loi aux paysans de sa terre. Cela dit, toutes les terres n'appartiennent pas forcément à l'un de ces seigneurs batailleurs et ombrageux. Certaines appartiennent à des monastères ou à des évêques. Mais beaucoup de terres sont des fiefs militaires. Elles sont dominées par un château où le maître demeure avec les siens et ses soldats, dont il est le seul chef. À Bouillon, par exemple, dans le Luxembourg, un de ces châteaux est particulièrement bien conservé. Il date du Xe siècle et fut celui de Godefroy, chef de la première croisade. Au sommet de la pyramide sociale, le roi doit imposer son autorité à une infinité de seigneurs nobles. Mais ce n'est pas toujours facile. Beaucoup de ces seigneurs se conduisent comme des petits rois chez eux et acceptent mal l'autorité ou la tutelle du roi. Il arrive même que certains seigneurs soient parfois plus puissants et plus riches que ce roi. Un exemple. En 1066, le duc de Normandie Guillaume, que l'histoire appellera Guillaume le Conquérant, envahit l'Angleterre pour son compte. Celle-ci ne sera donc pas soumise au roi de France, non, mais à un de ses seigneurs, un de ses vassaux, c'est-à-dire un de ses lieutenants. Un lieutenant désormais plus riche et bien plus puissant que le général lui-même. Cette invasion incroyable est racontée en détail dans un des documents d'histoire des plus étonnants, non pas un livre ou un tableau, mais une tapisserie de laine de 68 mètres de long, la fameuse tapisserie de Bayeux, la première grande bande dessinée comptant cette invraisemblable invasion. Ce Guillaume le Conquérant, ce duc de Normandie, était donc un des membres de l'aristocratie française, constituée d'une infinité de seigneurs plus ou moins importants. Certains seigneurs possédaient des terres minuscules, d'autres dirigeaient des domaines plus importants que la Belgique actuelle. Mais grands ou petits, ces seigneurs étaient de redoutables tyrans. En effet, leur protection était cher payée par les malheureux paysans qui trimaient toute leur vie pour accomplir les corvées et payer taxes ou redevances. Le cens, loyer de la terre, était la plus répandue de ces redevances. Le domaine seigneurial comprenait une réserve. Cette réserve était un lopin de terre cultivé par les paysans et dont la récolte appartenait exclusivement aux seigneurs. Les paysans étaient obligés d'y travailler un certain nombre de jours par an, à tour de rôle. À côté de cette réserve, le seigneur pouvait louer des terres, des tenures à des paysans libres, les vilains. Sur quasi toutes les terres vivaient aussi des serfs, paysans non libres, ne jouissant pratiquement d'aucun droit. Dans un grand nombre de domaines, les paysans devaient aussi utiliser des banalités. Alors, au Moyen-Âge, la banalité n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. La banalité, ce sont des droits qui relèvent du ban, c'est-à-dire du domaine.
Alors le seigneur offre aux paysans des infrastructures que le paysan doit utiliser et il paie une banalité. Alors, c'est par exemple le moulin où le grain est transformé en farine. Le four où chacun peut cuire son pain. Ou encore le pressoir pour faire le vin après les vendanges. Utiliser ces équipements n'était pas gratuit. Propriétaire de la terre, propriétaire de la forêt, propriétaire d'une partie des paysans, propriétaire aussi des infrastructures, le seigneur gagnait de tous les côtés, s'enrichissait sans cesse et sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Pas vraiment. S'il ne cultive pas la terre, car ce serait manquer à sa noblesse et à son rang, le seigneur doit constamment étaler sa puissance et sa richesse. Par exemple, à l'occasion d'immenses banquets auxquels sont conviés les gens importants de la région. On y admire des jongleurs, des acrobates. On écoute aussi les chansons des troubadours. Le seigneur chasse également. Il est le seul à pouvoir le faire sur ses terres. Le paysan a interdiction absolue d'aller en forêt chasser le gibier. Le braconnage est puni de mort, même en période de famine. Le seigneur chasse le sanglier, le loup, le cerf, l'ours. Ce sport dangereux constitue une sorte d'entraînement à la guerre. Parfois aussi, les seigneurs s'affrontent entre eux lors de tournois amicaux, mais néanmoins violents, qui peuvent tourner à la catastrophe. La guerre, voilà la principale affaire du seigneur, car, ne le perdons pas de vue, celui-ci est avant tout un guerrier. Le seigneur combat à cheval, lourdement armé. D'ailleurs, le Moyen-Âge sera l'âge d'or de la cavalerie lourde. On charge à fond de train la masse des fantassins pour la disloquer.
Tout au long du Moyen Âge, on verra que les armures s'alourdissent, que le corps se couvre de plus en plus complètement de métal. Un mode de vie aussi va s'imposer peu à peu. Un mode de vie qui a beaucoup marqué le Moyen Âge. La chevalerie qui apparaît au XIe siècle. Le chevalier est un noble combattant à cheval, armé d'une lance, d'une épée et d'un bouclier. Il est servi par un écuyer qui l'aide à revêtir son armure, prend soin de sa monture et de ses armes. Il fallait appartenir à la noblesse pour être chevalier. On était alors adoubé. Et il était obligatoire d'obéir à un code moral très strict. Servir l'Église, défendre la veuve et l'orphelin, se montrer en toutes circonstances loyal envers son seigneur, son suzerain. Les chevaliers sont des fils de seigneurs qui consacrent leur vie au combat. Ils se mettent au service d'un seigneur pour quelque temps ou pour toute la vie. Ils sont envoyés vers l'âge de 12 ans chez un autre chevalier afin qu'ils y apprennent les règles de la chevalerie. Ils apprennent le métier des armes en assistant le chevalier de différentes façons, entre autres en s'occupant de ses chevaux et de son armure. On appelle ces jeunes gens des écuyers. Ils apprennent aussi à monter, à se battre à cheval et à s'occuper des armes. L'adoubement est la cérémonie qui permet à un jeune guerrier de devenir chevalier. À partir du XIIe siècle, l'adoubement s'accompagne souvent d'une cérémonie religieuse qui varie d'une région à l'autre. La veille de l'adoubement, le jeune écuyer passe une partie de la nuit à prier dans la chapelle. Le jour de la cérémonie, il reçoit les armes des mains de son parrain. Un écu, un haubert, un aume, une épée et des éperons. Le chevalier prête serment de mettre son épée au service du droit et de la protection des faibles. Pour limiter leur violence et leur imposer son autorité, l'Église leur fixe progressivement des règles, comme de ne pas attaquer les bâtiments religieux ou de ne pas combattre certains jours. L'Église définit peu à peu les qualités morales du parfait chevalier, l'esprit chevaleresque. Ces qualités sont la prouesse, la capacité de montrer sa force physique, d'accomplir un exploit militaire, la loyauté, l'obligation de ne pas trahir les autres, et la largesse, le mépris des richesses et la générosité. La chevalerie entrera en déclin à la fin du Moyen Âge, quand le cavalier lourdement armé sera dépassé par les techniques de combat plus modernes, notamment avec la généralisation des premières armes à feu au XVe siècle. La fin du Moyen Âge, qui marque la fin de la chevalerie, dégage d'ailleurs une terrible odeur de poudre à canon.